Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier les professeurs Sabine Cornelot et Étienne Pateau de m'offrir l'opportunité de présenter mes recherches de doctorat devant ce public hybride de la salle 102. J'en suis honorée et très heureuse. Le sujet de mon intervention reprend celui de ma thèse de doctorat. Intitulé « La combinaison des autonomies en droit international privé des contrats », il a pour sous-titre explicatif « Étude des interactions entre le choix de juridiction et le choix de loi ». La thèse entend étudier les rapports entre les différents types d'autonomie que le droit international privé des contrats reconnaît aux parties, pour décider de la loi ayant vocation à régir leur contrat, de la juridiction compétente en cas de litige, mais aussi dans l'approche retenue pour fixer le contenu de leur contrat, la substance de leurs droits et obligations respectifs. À cette fin, la thèse a recours à une terminologie particulière. L'expression d'autonomie conflictuelle désigne à la fois la faculté de choix de loi, autonomie conflictuelle à objet législatif, mais aussi la faculté de choix de juridiction, autonomie conflictuelle à objet juridictionnel. L'expression d'autonomie substantielle désigne pour sa part la liberté contractuelle, c'est-à-dire l'autonomie dont disposent les parties pour fixer le contenu de leurs droits et obligations respectifs dans le cadre prévu par la loi. Cette terminologie a pour but d'intégrer la liberté contractuelle, autrement dénommée autonomie substantielle, au champ du droit international privé des contrats. En effet, l'autonomie substantielle est configurée par les choix effectués par les parties sur le plan conflictuel. Au moyen de leurs autonomies conflictuelles, les parties sont libres de poser elles-mêmes le cadre légal de leur autonomie substantielle, ceci dans une mesure qui appelle parfois une limitation. Nous verrons en effet qu'il s'agit d'éviter que la combinaison des autonomies conflictuelles n'ouvre indirectement aux parties la faculté d'obtenir une autonomie substantielle intégrale, c'est-à-dire la faculté de conclure un contrat sans loi, alors entendu comme le fait pour les parties de se soustraire à toute limite légale. Pour établir les bases scientifiques de cette approche globale de l'autonomie en droit international privé des contrats, il m'a semblé nécessaire de revenir sur certains présupposés méthodologiques classiques de la matière. En effet, en raison de la distinction fondamentale entre la compétence juridictionnelle et la loi applicable, ainsi que du principe de priorité de la résolution de la première question sur celle de la seconde, le choix de fort et le choix de loi sont principalement étudiés de manière étanche. Et la même étanchéité caractérise dans l'approche classique les rapports entre les autonomies conflictuelles de droit international privé et l'autonomie substantielle de droit privé. En réalité, des liens d'interdépendance unissent intimement ces diverses dimensions. Leurs interactions, sans être ignorées, m'ont paru cependant être négligées à l'heure actuelle en droit international privé des contrats. Alors il est certes admis que l'autonomie conflictuelle à objet législatif, en tant que règle de conflit de loi, concerne les droits et obligations des parties, parce qu'elle contribue, au moins pour partie, à en fixer la source et le cadre législatif. L'autonomie conflictuelle à objet juridictionnel, pour sa part, en tant que règle de compétence, est réputée trancher une question principalement procédurale et principalement décorrélée du fond du droit. Pourtant, la volonté des parties œuvre comme un agent tantôt révélateur, tantôt créateur des interactions entre les autonomies conflictuelles et l'autonomie substantielle. En effet, les parties s'émancipent aisément et volontiers des présupposés méthodologiques de la matière pour faire dépendre, par exemple, à la fois leur choix de fort et leur choix de loi de considérations substantielles. La thèse entend donc revenir sur les présupposés méthodologiques du droit international privé français qui reposent sur une logique dichotomique ou de distinction pour préconiser une approche plus combinatoire ou moins grillagée. L'objectif
et de mettre en évidence les interactions entre le choix de fort et le choix de loi, ainsi que leur influence sur l'étendue de l'autonomie substantielle. Les mérites prêtés à cette appréhension différente du droit international privé des contrats sont d'abord de permettre une meilleure compréhension des enjeux du choix de juridiction et du choix de loi. Ensuite, d'offrir une meilleure visibilité sur les objectifs poursuivis par les parties lorsqu'elles effectuent leur choix de juridiction et leur choix de loi. Enfin, et en lien avec ceci, de montrer la nécessité pour le droit international privé de prendre parti. De prendre parti sur ce qui relève d'une optimisation digne d'être encouragée et sur ce qui relève d'un abus qu'il convient de combattre. Nous verrons que l'opportunité d'une telle approche se prolonge sur le terrain des solutions concrètement envisageables s'agissant du régime juridique, du choix de juridiction et du choix de loi. La thèse soutient que leur régime juridique devrait se faire le reflet de leurs interactions et de leur influence sur l'autonomie substantielle des parties. Il s'agit en effet de réglementer efficacement des questions de droit qui peuvent découler de ces interactions et qui m'ont semblé être encore à ce jour dans un angle mort. Je pense à ce titre à la désactivation du critère d'applicabilité d'une loi de police par un choix de juridiction, ou bien à la violation d'une clause de choix de juridiction qui pourrait dissimuler une tentative de violation du contrat principal. Il s'agit finalement de maintenir l'intégrité de l'autonomie conflictuelle, ce qui suppose de maintenir sa distinction avec l'autonomie substantielle intégrale. Les autonomies conflictuelles n'ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour effet d'ouvrir aux parties la faculté de se soustraire à l'autorité de la loi. Or, cette intégrité, cette distinction et finalement cette valeur sont menacées par le phénomène de combinaison par les parties de leurs autonomies conflictuelles. La démonstration se structure en deux parties. La première partie a pour objet de mettre en évidence les insuffisances du modèle dichotomique à l'aune duquel sont traditionnellement appréhendés les rapports entre les autonomies conflictuelles et substantielles. La seconde partie de la thèse cherche ensuite à établir la nécessité d'un modèle combinatoire d'appréhension et de réglementation des interactions entre les différentes versions d'autonomie prises en charge par le droit international privé des contrats. La première partie de la thèse met en relief les insuffisances du modèle dichotomique. Ces insuffisances se manifestent à deux égards. En premier lieu, ce modèle de distinction tend à faire le départ selon que l'autonomie conflictuelle est exercée en faveur de la justice étatique ou arbitrale. Ce faisant, il a tendance à éclipser les liens d'internormativité qui unissent l'ordre étatique et l'ordre arbitral. Et nous verrons dans un instant en quoi cette éclipse est problématique pour situer correctement le problème du glissement des règles de droit international privé vers l'octroi d'une autonomie substantielle intégrale. En second lieu, le modèle dichotomique occulte les liens d'interdépendance entre les autonomies conflictuelles et substantielles, minimisant ainsi le risque d'une dérive vers une autonomie substantielle intégrale. En premier lieu, donc, ce modèle tend à éclipser les liens d'internormativité entre l'ordre étatique et l'ordre arbitral. En raison de l'autonomie reconnue à l'ordre arbitral, particulièrement en droit français, les parties y jouissent d'une autonomie incontestablement plus vaste que lorsqu'elles restent soumises à la juridiction étatique. Cette présentation du choix de la juridiction arbitrale pourrait laisser entendre, d'abord, que la normativité étatique n'aurait pratiquement pas droit de citer dans l'ordre arbitral, les arbitres étant par essence des organes d'application d'une normativité privée transnationale au service des parties. Et ensuite, que les parties à l'arbitrage, réputées vouloir se soustraire entièrement à l'emprise législative, pourraient s'y offrir une autonomie substantielle intégrale. Alors, est-ce le cas ?
Le choix de la juridiction arbitrale ouvre-t-il aux parties une autonomie substantielle intégrale et le choix de la juridiction étatique offre-t-il une meilleure garantie contre une telle dérive? Disons-le d'emblée, non et non. D'une part, la thèse montre qu'une prégnance de la normativité étatique, y compris impérative et contraignante, s'observe dans l'ordre arbitral. L'introduction de la normativité étatique peut être le fait des parties elles-mêmes, qui choisissent plus fréquemment la loi étatique, y compris dans sa dimension contraignante, que la lex mercatoria ou tout autre corps de règles d'origine non étatique. L'introduction de la normativité étatique peut aussi être le fait des arbitres eux-mêmes. Que ce soit en vertu d'un pouvoir ou d'un devoir, les arbitres savent mettre à l'écart la volonté des parties au nom d'une loi de police ou de l'ordre public international lorsque cela s'impose. Quel enseignement en tirer? En pratique, les parties ne peuvent pas s'offrir une autonomie substantielle intégrale en ayant recours à l'arbitrage. Alors j'évoquais l'internormativité entre l'ordre étatique et l'ordre arbitral. Ce mouvement a deux sens. D'autre part, donc, et réciproquement, l'ordre étatique, ouvert de manière générale à la normativité étrangère, l'est aussi à l'égard de la normativité d'origine privée ou non étatique. L'interdiction faite aux parties de soumettre leur contrat à une normativité non étatique est compensée par un arsenal de mécanismes contractuels laissés à leur libre disposition. Je pense par exemple à la faculté illimitée de choisir une loi, d'en changer à tout moment, à la faculté de dépecer le contrat et d'affecter des lois différentes à chacun des segments, à la faculté d'incorporer, au titre de stipulation contractuelle, des normes puisées ici et là, mais aussi à la faculté de choisir une juridiction qui accueillera favorablement ces montages contractuels. Tout ceci, me semble-t-il, au point d'offrir aux parties une autonomie substantielle quasi intégrale. En somme, la thèse entend montrer dans ce premier titre que l'écueil d'une occultation des liens d'internormativité entre l'ordre étatique et l'ordre arbitral est de ne pas permettre de situer avec acuité le problème du glissement des autonomies conflictuelles vers un octroi non seulement indésirable, mais involontaire d'une autonomie substantielle intégrale. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser a priori, ce problème concerne bien davantage l'ordre étatique que l'ordre arbitral. En second lieu, le modèle dichotomique occulte les liens d'interdépendance entre les autonomies conflictuelles et substantielles. D'une part, et dans un sens, le choix de juridiction présente des enjeux substantiels. D'autre part, et dans un autre sens qui est à rebours de l'ordre traditionnel, le choix de loi peut influencer le choix de juridiction. D'une part, le choix de juridiction présente des enjeux substantiels. Il présente des enjeux substantiels dans la mesure où il permet aux parties de fixer le cadre légal de leur autonomie substantielle. En effet, de quoi ce cadre est-il composé? Il se compose d'abord de l'ordre public de la lex contractus, choisi, dont le droit international privé du fort détermine la validité. Il se compose ensuite de l'ordre public de la lex fori, fixé par le choix du fort. Il se compose enfin des lois de police du fort et étrangères, dont l'applicabilité dépend du droit international privé du fort élu. On le voit bien, loin de ne régler qu'une question procédurale, le choix de fort concerne directement le régime substantiel du contrat dont il constitue la clé de voûte. Alors parfois, comme je l'ai sous-entendu, le choix de juridiction peut participer à un processus d'évasion de la loi. C'est notamment un moyen d'éviter une loi de police et nous verrons ultérieurement comment régler ce problème. Mais la plupart du temps, le choix de juridiction mérite d'être protégé, justement parce qu'il fixe le cadre du contrat principal. En conséquence,
le problème de la violation de la clause de choix de juridiction prend une toute autre tournure. Ce problème n'est pas purement procédural, il est également contractuel. Susceptible de bouleverser l'économie substantielle du contrat, ce problème appelle un traitement tenant compte de cette donnée. En plus du remède procédural consistant pour le juge saisi à se dessaisir au plus vite au profit du juge élu, la thèse préconise donc le recours à des outils procéduraux vigoureux, des injonctions anti-procès, ainsi qu'à des sanctions contractuelles qui ont aussi des vertus dissuasives, le prononcé de dommages et intérêts pour violation de la clause de choix de juridiction. D'autre part, le choix de loi est susceptible d'avoir une influence sur le choix de juridiction. Alors, sur un plan purement technique d'abord, cette influence peut résulter de l'applicabilité de la lex contractus, dans certaines hypothèses, à la validité au fond de la clause de choix de juridiction, c'est-à-dire au consentement des parties. Plus profondément, du point de vue du juge ensuite, le choix de loi peut renforcer l'efficacité du choix de juridiction. Alors comment ? Certains juges, comme le juge anglais par exemple, admettent, bien plus volontiers que le juge français, l'incidence de l'applicabilité de la lex fori sur leurs propres compétences. Pourquoi ? Étant les mieux placés pour appliquer la loi anglaise, les juges anglais sont naturellement enclins à donner effet à la clause qui les désigne. A l'inverse, le choix d'une loi étrangère qu'ils connaissent moins les incite naturellement à ne pas retenir leurs compétences, même en présence d'une clause qui les désigne exclusivement. Le choix de la lex fori comme lex contractus peut donc consolider significativement l'efficacité d'un choix de forme. Du point de vue des parties, enfin, la loi choisie pour être applicable au fond peut orienter le choix de juridiction. Des parties souhaitant avant toute chose bénéficier d'un régime légal donné n'auraient par exemple pas tort d'élire parallèlement le juge du même ordre juridique, c'est-à-dire le forum legis, pour en garantir l'application la plus orthodoxe possible. Dans ce cas, le ius attire à lui le forum, mais dans d'autres cas, il peut le repousser. D'autres parties, souhaitant au contraire plus de souplesse dans l'application de la loi choisie, pourraient déroger à la compétence du forum legis en optant pour un juge étranger ou évidemment pour l'arbitrage. Reste le cas particulier des parties qui, en considération d'un but substantiel donné, élisent un juge neutre, c'est-à-dire un arbitre ou le juge d'un État n'ayant a priori aucun lien avec le rapport de droit. Ce choix d'un juge étatique neutre peut être guidé par des conditions purement procédurales et d'impartialité. Mais il peut aussi correspondre à la volonté des parties de prendre une maîtrise maximale sur la substance de leurs droits et obligations. La neutralité est en effet synonyme de désintérêt étatique. La neutralité s'accompagne donc d'une minoration du risque d'applicabilité des lois de police, du fort, puisque leur applicabilité est subordonnée à l'existence d'un lien de proximité entre le fort et le rapport de droit. Lien de proximité qui fait défaut dans l'hypothèse du choix d'un juge neutre. Cette minoration de ce risque s'accompagne corrélativement d'une augmentation de la maîtrise substantielle des parties. La thèse démontre que le choix d'un juge étatique neutre s'apparente même parfois au choix d'un arbitre public, appelé à mettre en œuvre un régime contractuel confectionné sur mesure par les parties. En observant la maîtrise que peuvent prendre les parties sur l'ensemble des aspects conflictuels et substantiels du contrat, la thèse met en relief la nécessité pour le droit international privé de penser le choix de juridiction et le choix de loi ensemble et de se doter d'outils de gestion du phénomène combinatoire.
Il résulte des liens d'interdépendance mis en lumière dans la première partie de la thèse une nécessité d'appréhender selon un modèle combinatoire les diverses dimensions de l'autonomie reconnue aux parties par le droit international privé des contrats. La seconde partie de la thèse défend donc la nécessité d'un modèle combinatoire. En premier lieu, ce modèle suppose l'identification de la combinaison des autonomies comme une catégorie d'objets juridiques. Celle-ci permet, en second lieu, de proposer un régime juridique ajusté pour le choix de fort et le choix de loi, tenant compte de considérations d'ordre combinatoire. Le modèle combinatoire suppose donc en premier lieu l'identification de la combinaison des autonomies comme une catégorie d'objets juridiques. La thèse se propose de définir la combinaison comme l'articulation d'un choix de juridiction et d'un choix de loi, express ou non, en vue de fixer le régime conflictuel du contrat et surtout le cadre de l'autonomie substantielle. Autrement dit, la combinaison se présente comme un processus consistant à employer des moyens conflictuels en vue d'un résultat substantiel. La finalité de la combinaison apparaît comme l'optimisation globale du régime contractuel. Alors, les parties étant libres de configurer les rapports entre le forum et le ius comme bon leur semble, et d'assigner à cette configuration les objectifs substantiels qu'elles souhaitent, la catégorie des combinaisons est virtuellement illimitée. Mais la thèse s'emploie à en systématiser les grandes familles, et à ce titre propose une distinction entre la combinaison homogène et la combinaison hétérogène. La combinaison homogène est celle par laquelle les parties désignent le même ordre juridique ou normatif pour la compétence juridictionnelle et la loi applicable. Autrement dit, la combinaison homogène est synonyme de jonction du forum et du ius. La combinaison hétérogène, pour sa part, est celle dans laquelle ces deux pôles sont attribués à au moins deux ordres juridiques ou normatifs distincts. Autrement dit, la combinaison hétérogène est synonyme de dissociation ou de disjonction du forum et du ius. Une typologie supplémentaire est permise en fonction d'une série de facteurs correspondant à des modes de sophistication du régime juridique du rapport de droit. On peut tenir compte, par exemple, de la nature de l'organe juridictionnel désigné, étatique ou arbitral, ainsi que de la nature de la normativité choisie, étatique ou non étatique, ou de la plus ou moins grande complexité des agencements opérés. À ce titre, on peut penser aux clauses optionnelles de juridiction ou aux clauses de dépeçage, par exemple. Ensuite, une évaluation des avantages et des inconvénients des types de combinaisons est entreprise. La combinaison homogène est optimale du point de vue de la cohérence et de la stabilité du régime juridique du contrat. Elle est d'ailleurs très fréquemment privilégiée par les parties, mais elle peut manquer de souplesse. La combinaison hétérogène peut procurer cette souplesse. Cependant, elle inocule aussi une dose d'instabilité, d'imprévisibilité, peut-être même d'incohérence dans le régime juridique du contrat. Ayant décrit, systématisé et analysé la catégorie combinaison du point de vue des parties, la thèse s'emploie, en second lieu, à proposer des ajustements dans le régime du choix de juridiction et du choix de loi. Cette réflexion sur le régime distingue les questions qui se posent dans l'instance directe, d'une part, et dans l'instance indirecte, d'autre part. D'une part, dans l'instance directe, le problème de la désactivation d'une loi de police est au cœur des préoccupations de la thèse parce qu'il fragilise la distinction entre l'autonomie conflictuelle et l'autonomie substantielle intégrale. Concernant d'abord la désactivation des lois de police françaises, il s'agit de faire preuve de nuance.
Sans préconiser de tirer un trait sur la jurisprudence monstercable, la thèse envisage des exceptions à la règle selon laquelle l'applicabilité d'une loi de police du fort ne saurait interférer avec une clause désignant un juge étranger. Outre l'indisponibilité procédurale, qui pourrait ponctuellement priver de licéité la clause de choix de juridiction, on pourrait aussi agir sur le terrain de l'efficacité de la clause de choix de juridiction. Autrement dit, en principe, l'ordre juridique français maintiendrait une attitude que l'on peut qualifier de relativiste vis-à-vis de l'impérativité internationale de ces lois de police pour être favorable à la conclusion des clauses de choix de juridiction. Même si devant la juridiction étrangère, l'application de la loi de police du fort est fortement compromise. Mais par exception, l'ordre juridique français pourrait adopter une attitude plus revendicatrice. Si le choix du fort étranger n'apparaît pas seulement guidé par des considérations procédurales, mais également, et à titre principal, par la préoccupation de soustraire le rapport de droit à la loi de police française, c'est-à-dire que la désactivation de l'applicabilité de la loi de police française n'est pas seulement accidentelle, elle est intentionnelle, alors ce choix porte atteinte à l'intégrité du système de droit international privé français. Dans ce cas, cette manœuvre est constitutive d'une instrumentalisation du droit international privé français. Pourquoi ? Parce que le droit international privé français permet aux parties de déroger à sa compétence, même pour les litiges tombant dans le champ d'application de ces lois de police, dans le but de favoriser la conclusion des clauses de choix de juridiction, et non de permettre l'évasion législative. Il me semble qu'il s'agit d'une nuance importante. Comment cette attitude plus revendicatrice se manifesterait-elle concrètement ? La thèse suggère une mise à l'écart de la clause de choix de juridiction. Cette suggestion n'est pas utopique. Il est vrai que, sous l'empire du droit de l'Union européenne, une neutralisation de la clause de choix de juridiction n'est guère envisageable, sous réserve d'une réforme qui d'ailleurs serait souhaitable. Mais en droit conventionnel, on peut penser à l'article 6 de la Convention de La Haye du 30 juin 2005, qui montre que l'éventualité d'un refus exceptionnel de dessaisissement du juge non élu et fondée sur l'intérêt de son ordre juridique n'est pas un pur produit de l'imagination. De manière analogue, en droit commun, une exception au jeu de la clause de choix de juridiction désignant un État tiers et fondée sur l'applicabilité d'une loi de police française pourrait se concevoir pour nuancer le relativisme de la solution monstercable. Mais pour l'ordre juridique français, la question de l'impérativité internationale des lois de police ne se limite pas aux lois de police françaises. La thèse défend l'idée que le juge français peut être appelé à réagir contre une combinaison des autonomies portant atteinte à une loi de police étrangère. Prenons l'exemple d'une combinaison composée d'un choix de la juridiction française et d'un choix de la loi française. A priori, la règle de conflit de loi indique au juge français compétemment saisi d'appliquer sa lex fori, ce qui est une véritable aubaine pour lui. Mais cette aubaine peut dissimuler une malhonnêteté. Ceci dans le cas où la soumission apparente des parties à l'ordre juridique français dissimule une soustraction du rapport de droit à une loi de police étrangère. Le cas échéant, le fait pour le juge français d'appliquer sa loi revient à se rendre complice d'un détournement de sa propre règle de conflit de loi, et comme cette règle de conflit de loi dépend de la compétence du juge français, revient à se rendre complice d'un détournement de l'ensemble de son système de droit international privé, à des fins d'évasion législative. Le cas échéant, c'est une mise à l'écart de la clause de choix de loi et l'application de la loi de police étrangère qui est préconisée. Cette mesure se justifie, eu égard à la nécessité pour l'ordre juridique français de refuser de prêter son concours à une tentative de détournement de l'autonomie conflictuelle. Dans ce contexte, finalement,
C'est la dualité de régime des lois de police, fondée sur leur origine, locale ou étrangère, qui est critiquée, parce que c'est elle qui donne son sens à la dialectique soumission-soustraction, au champ d'application des lois de police. L'atténuation de cette dualité permettrait de priver l'influence du facteur contentieux dans l'applicabilité des lois de police. L'étude ne se limite toutefois pas au problème de la désactivation des lois de police. D'autres difficultés sont abordées, par exemple celle du dépeçage excessif. Un dépeçage excessif partage en effet des traits communs avec l'autonomie substantielle intégrale, appelant des limites et un contrôle. À ce titre, comme pour d'autres difficultés abordées, la thèse préconise d'avoir recours à la notion d'ordre public conflictuel. L'ordre public conflictuel fonctionnerait comme un rempart contre l'autonomie des parties à un rapport privé international. L'ordre public conflictuel permettrait de limiter l'exercice de l'autonomie conflictuelle pour garantir qu'il ne s'apparente pas à l'obtention d'une autonomie substantielle intégrale. La défense, dans les cas qui le requièrent, de la règle d'applicabilité des lois de police ou la prohibition du dépeçage excessif contribue à nourrir cette notion d'ordre public conflictuel, notion qui se prolonge sur le terrain de l'instance indirecte. D'autre part, dans l'instance indirecte, un produit décisionnel issu de la mise en œuvre ou de la violation de la combinaison des autonomies est en cause. Il est avancé que cette décision mérite parfois de se heurter à un refus de reconnaissance de la part du juge français. Tel peut être le cas, premièrement, lorsque la décision a été rendue au mépris d'une loi de police. Deuxièmement, la décision pourrait aussi se heurter à un refus de reconnaissance lorsqu'elle a été rendue en violation d'une clause de choix de juridiction, désignant aussi bien un juge étatique qu'un tribunal arbitral. Mais prenons ici le problème de la violation par le juge d'origine d'une loi de police. D'abord, la violation par le juge d'origine d'une loi de police met en cause le système de valeurs conflictuelles du fort. Pourquoi ? Parce que les lois de police tiennent un rôle de premier plan dans la conception conflictuelle de l'autonomie en droit international privé des contrats. L'applicabilité des lois de police participe en effet à la réglementation de l'autonomie conflictuelle sous l'angle de ses limites. S'agissant des lois de police françaises, même si l'ordre juridique français admet dans l'instance indirecte que les parties puissent déroger à cette limite en jouant sur la compétence internationale, c'est en substance l'apport de la jurisprudence Moster-Câble, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ait renoncé à tout contrôle sur l'usage effectué par les parties de cette faculté dans l'instance indirecte. La violation par le juge d'origine d'une loi de police étrangère met également en cause les valeurs conflictuelles du fort. La reconnaissance et l'exéquatur de la décision en France pourraient correspondre à une instrumentalisation du droit français des effets des décisions étrangères. Une question mérite d'être posée. Le juge français ne blanchirait-il pas un produit décisionnel étranger obtenu de manière malhonnête ? Puisque, ainsi qu'on vient de le voir, la désactivation de l'applicabilité d'une loi de police met en cause l'ordre public conflictuel, elle déclenche une suspicion légitime de la part de l'ordre juridique français. Dès lors, et ensuite, elle peut déclencher un contrôle approfondi sur la décision. Que s'agit-il de vérifier ? Il faut s'assurer que le système de droit international privé du fort n'est pas instrumentalisé. Il y aurait, je crois, matière à réagir lorsque la saisine du juge étranger puise son unique ou principale justification dans le désir d'éviter une décision défavorable au fort d'origine de la loi de police, dans la perspective de se prévaloir de cette décision en comptant sur le libéralisme du droit des effets des décisions étrangères. Enfin, le refus de reconnaissance pourrait être fondé sur
la fraude, l'abus de droit ou sur la contrariété à l'ordre public international, alors entendu dans une dimension conflictuelle, s'agissant ici encore de poser une limite à l'exercice effectué par les parties de leurs autonomies conflictuelles. En somme, la thèse soutient que le libéralisme du régime de l'autonomie conflictuelle dans l'instance directe devrait être contrebalancé par un contrôle renforcé dans l'instance indirecte. En conclusion, parce que la volonté des parties transcende les présupposés méthodologiques du droit international privé des contrats, une représentation théorique permettant de rendre compte de ce phénomène et de l'appréhender sur le plan pratique est nécessaire. Les combinaisons effectuées par les parties entre les diverses formes d'autonomie que le droit international privé des contrats leur reconnaît appellent de la part de ce dernier une réglementation adaptée. Les ajustements concrets proposés le sont encore au sein des outils classiques de la théorie générale du droit international privé, ce qui, je crois, permet raisonnablement, pour l'avenir, d'être optimiste quant à leur possible réalisation. Je vous remercie pour votre attention.